Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 avril 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, retenant la suggestion de l'ami Michel Bélisle, j'ai rédigé un petit triptyque consacré à ce magnifique livre composite de Denis Bourgeois que je vous montre ici à l'écran. Un livre absolument réussi sur le plan formel, mais qui, mine de rien, sans l'air d'y toucher, nous donne également à réfléchir et qui m'a amené à me pencher 3 aubes consécutives sur ma table de travail et qui m'a inspiré les textes que, les textes que je vous ai lus hier et avant-hier et celui-ci. Mais ce texte-ci d'aujourd'hui se rapproche davantage du texte de Denis Bourgeois, contrairement aux 2 autres qui ont évoqué chez moi de libres associations. N'est-ce pas là le but des lectures nourricières que de nous donner le goût soi-même d'écrire, de réfléchir, de rêver? L'écriture est une offrande chaste. Elle s'offre et se dérobe. La parole se donne tout entière avec ses ondes d'ombre, avec des non-dits qui crépitent comme des allumettes mouillées. On parle de silence, le silence de ci, de ça, le silence tout court. Devrions-nous nous accaparer du silence, le faire sien, dire simplement mon silence, mon silence à moi, pas celui qu'on nous impose de 1001 manières, non, mon silence contre tous les silences forcés. Il y a du silence, des fragments de silence dans l'œuvre de Denis Bourgeois. J'y lis ceci. Au fond, l'écriture me satisfait entièrement dans sa production en tant que pur moment de méditation. Cette ligne est du silence composé. Elle s'insère simplement dans la structure organique de ce livre où Denis Bourgeois lui a également greffé du vivant. Le silence ici est vivant. Le mien aussi quand je pose le livre ouvert sur la table. Un petit livre dont la lecture peut être rapide. Il fait à peine 150 pages. Il est aéré. La langue y respire aisément. La rapidité est apparente. Le délié de la phrase, souple, élégante, sobre, sèche, caressante, jamais cassante, comme une courte pointe enveloppante et chaude qui amène à réfléchir. C'est pourquoi j'écrivais rapidité apparente, parce qu'elle provoque une lente et lourde réflexion, mais une réflexion qui n'est pas totalitaire, qui n'est pas étouffante, qui offre des appels d'air. Elle ne soumet pas à sa logique, elle ne réduit pas à sa vision des choses. Un peu comme un tableau qui se donne à voir, mais complètement, et qui permet à l'imagination de se mouvoir désentravée. La théorie ne s'est pas substituée au vivant. Denis Bourgeois a assumé l'impureté de l'écriture, à la fois don et retenue. Si on accepte simplement que le monde soit mauvais, perdu, alors on peut écrire inlassablement, on peut écrire jour et nuit en lui tournant le dos, on peut écrire pour l'achever, ce monde mauvais. Si nous pensons qu'il n'est ni bon ni mauvais, qu'il est, simplement, alors le rapport à l'écriture change. Il est possible alors que nous lui préférions la parole offerte, nue, pleine d'ambiguïté, mais ouverte. Origine du monde. Certains écrivent pour mettre de l'ordre
dans leur esprit. Ce sont les fameuses listes. Certains écrivent pour mettre de l'ordre dans la vie des autres. D'autres listes. Certains écrivent pour se taire. Bibliographie, texte de loi. C'est curieux que ce petit livre m'ait donné tant à réfléchir. Ouvert, relu, annoté, réouvert. Des pages écrites à la diable de ma part. Moi qui appartiens à l'ordre ancien, créole du numérique, tapant avec un seul doigt, et comme le dit l'ami coupable, des débats d'une ligne. J'admire le travail de l'éditeur, mais je ne pourrais le faire, ne lisant que des choses s'adressant à moi. Et ce livre était fait pour moi. Les écritures de l'asservissement, les écritures de la domination, les écritures de l'écrasement. Il s'en défie, Denis Bourgeois. Il écrit à partir d'une citation de Valère Novarina. Nous sommes des animaux dressés pour renaître en parlant. Et Bourgeois poursuit. C'est au moment où j'écris que la voix se met à murmurer, ou à crier, ou à parler simplement. C'est très important de noter la simultanéité des phénomènes. Je m'intéresse à l'écriture, mais cela vaut évidemment aussi pour la parole, notamment celle du prophète. C'est au moment où il parle que des voix peuvent se mettre à parler à travers lui. Il dira plus loin, qu'importe, je suis bien obligé d'admettre qu'au moment où j'écris, je ne sais pas ce qui va s'écrire. C'est fondamental. Si je n'accepte pas de ne pas savoir, alors, à mon sens, il est impossible que je commence à écrire quoi que ce soit, parce que la voix ne peut apparaître qu'à partir du moment où elle est convoquée. Pas avant, ni après. Nous sommes dressés pour renaître en parlant. Ce qui n'est pas programmable, c'est le caractère vivant de ma parole. Que veut dire Novarina par animaux dressés? C'est le mot dressé qui m'a fait dresser l'oreille. Le littré parle de se tenir droit pour recevoir la parole et la rendre. Ne dit-on pas donner sa parole? C'est la tragédie absolue de nos temps que la parole soit broyée par le papier. On revoit ici le passage de Triste Tropique, ce vieil Indien qui, pour sauvegarder son honneur perdu, ou pour redoubler sa parole, ou par souci de réciprocité, ou pour préserver sa grandeur, est agenouillé et trace dans la terre des signes qui se veulent significatifs. Il trompera qui, l'indigène, si ce n'est lui-même dans ce simulacre, qui était peut-être pour lui de la poésie, des arabesques, de l'abstraction lyrique, le sabir du coyote, le souffle des esprits, des signes au fond qui ne trompent personne, surtout pas le clerc d'avoué, l'enjoignant de paraffer le document qui le spoliera de son identité, qui lui arrachera par ce geste d'enfant, par ce tour de passe-passe, une terre parlante qui ne savait pas sienne, qui lui sera confisquée et qui fera de cet Indien un exilé muet. C'est en amont de la parole que tout s'est déglingué et que certains se sont crus mandatés de droit divin pour en assurer la terrible pérennité quand il a fallu dresser la table des lois. Je n'aime pas l'idée que ma bibliothèque me sépare du monde, et j'étais heureux le printemps dernier quand j'ai retrouvé des éclats de cette bibliothèque enfin volée en morceaux,
des banderoles avec des mots de Sartre, des pancartes avec des mots de Orwell, des affiches avec des mots de Chomsky. Enfin, je pouvais lire à l'air libre. Ma propre bibliothèque s'était mise en marche. Je n'aime pas cette idée que l'écriture me coupe du monde. Je n'aime pas cette hiérarchisation des rapports humains. Je ne le répéterai jamais assez. J'ai manifesté avec des analphabètes pour bloquer la hausse des frais de scolarité, pendant que des spécialistes de Heidegger se gaussaient de cette insurrection printanière de la parole, tout en se faisant de cette parole crue transformée en écriture cuite d'intraitables cerbères. Berger, oui, mais berger allemand. Je n'aime pas que l'écriture me durcisse comme de la pierre travaillée, du plomb. Y aurait-il un degré intermédiaire entre l'arbre de vie et l'arbre de science? C'est, avec ce beau livre, ce que nous donne à espérer Denis Bourgeois, cet alliage de la parole vive et de la pensée déposée. Je vous remercie d'être avec moi. Voilà. Et je remercie également Patrick Geoffroy qui m'a offert une composition de son cru, une composition à la guimbarde, et qui m'a donc généreusement offert. Je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Patrick, de Xynos 7. Et Patrick est également un peintre. J'ai posté à l'instant sur ma page Facebook l'une de ses œuvres. J'en profite également pour saluer sa compagne, Léa. Et j'en profite aussi pour vous dire tous une bonne journée. Vous connaissez la suite, ma chaîne, mon téléphone, la librairie, ma page Facebook. Allez, bonne journée et bon dimanche à tous.